Madame, Monsieur, bienvenue. Bon début de semaine à vous tous qui aimez et suivez ce magazine Kiosque. Merci de rester fidèle à ce magazine d'analyse, commentaires, débat sur l'actualité en République démocratique du Congo. Pourquoi pas en dehors de nos frontières. Alors ce matin, nous allons nous atteler sur 3 sujets. D'abord, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est à Doha au Qatar depuis hier dimanche. Il prend part au 2e sommet mondial pour le développement social organisé sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais bien avant de prendre son avion pour le Qatar, il était en Égypte, au Caire, et face à la diaspora congolaise d'Égypte, le chef de l'État a dénoncé Kagame de vouloir scinder et annexer l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons en parler avec nos invités et bien évidemment revenir aussi sur la question de la réouverture de l'aéroport de Goma. Cette réouverture qui n'est pas... L'idée de cette réouverture n'est pas partagée par l'AFC 1-23 alors que le gouvernement y tient. Nous allons parler avec nos invités. Le gouvernement de la RDC, à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a saisi le Conseil d'État pour demander la dissolution de plusieurs partis politiques d'opposition, notamment le PPRD, LGD, IDAO, des partis politiques dont les leaders ont pris part au conclave des Nairobi, organisé et présidé par l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Nous allons parler avec nos invités. Et autre sujet qui sera débattu ce matin, c'est l'instabilité dans les provinces de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui est à la base des motions, interpellations, de cette instabilité des institutions provinciales? Nous allons parler avec nos invités. Nous allons essayer de répondre à cette question avec nos invités. Ce matin, nous recevons Joseph Kongolo et Eric Bisselo. Merci de nous suivre. Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour madame, bonjour à Eric, bonjour à vous-même. Je voudrais saluer aussi tous ceux qui ont choisi de nous suivre ce matin. Nous croyons pouvoir apporter notre petite contribution à ce débat avec plaisir. On va le faire, madame. D'accord. Eric Bisselo, bonjour. Bonjour, un excellent retour. Bonjour à vous, Joseph. Bonjour à mon cher ami, Joseph. Bonjour aux téléspectateurs du kiosque. Effectivement, j'espère que nous aurons un bon moment d'échange, plus ou moins responsable, adulte, intelligent et surtout républicain. On a retenu 3 sujets, hein. La demande de dissolution de partis politiques introduite au Conseil d'État par le VPM de l'Intérieur. Il y a les déclarations du chef de l'État en Égypte et puis les instabilités dans les provinces. On commence par là. Ouais, vous avez déjà commencé. Hein, de toute façon, à partir du moment où vous l'avez lu, nous allons commencer par là. Vous avez commencé par le premier sujet qui concerne les provinces, la dissolution des partis politiques. Par la demande du ministre de l'Intérieur. Il est regrettable, effectivement, de constater que nous avons du mal à avoir des hommes d'État en République démocratique du Congo. Il n'est pas du tout concevable pour moi d'imaginer qu'on peut passer 30 ans à l'école, 37 ans, dans une école de la politique, dans une école de la démocratie, dans une école de la tolérance, dans une école de la République, dans une école du bien vivre ensemble. Mais une fois l'école achevée, vous rentrez dans la vie active, vous êtes dans la capacité totale de mettre ces 37 ans de formation en exercice. C'est-à-dire que nos amis qui ont été à l'UDPS pendant plus de 30 ans, à vouloir quelque chose, vouloir plus de liberté, plus de droits, plus de démocratie, plus de paix entre les Congolais, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils font totalement le contraire. Ils ne savent plus ce que c'est que la démocratie. Ils ne savent plus ce que c'est que la République. Ils ne savent plus ce que c'est que l'expression parfaite de dialogue politique au sein de notre pays. Et ils arrivent avec les logiques des dictatures et des censures. M. Chabani se comporte en milicien ou bien en milicien ou en praticien des idéologies UDPS
à partir du 11 janvier, c'est-à-dire en tant que militant de l'UDPS. Il oublie qu'il est le ministre de l'Intérieur. Il n'a pas à prendre des décisions par caprice, ou par peur, ou par une forme de dérive. Non, les décisions prises, les arrêtés doivent être pris avec un soubassement légal. Il y a dans ce pays une loi qui protège les partis politiques. Et cette loi-là donne effectivement des conditions d'existence des partis politiques, mais aussi les conditions pour les sanctionner. Et entre autres, il est spécifié que pour sanctionner un parti politique, il faudrait que ces activités, il faudrait que ces pratiques, que ce parti politique-là, aille à l'encontre de la loi. C'est quoi cette loi? C'est quel article de la loi? Je l'ouvre, je vais vous le lire précisément. En principe, pour comprendre cela, M. Chabani, ministre de l'Intérieur, aurait dû, comme il a déjà eu fait de manière impartiale dans le passé, dans un passé récent, en sanctionnant le parti de Joseph Kabila, le PPRD, aurait dû réfléchir davantage avant de choisir pêle-mêle des partis politiques qui n'épousent pas leur obédience. Il a choisi des partis qui sont juste dans l'opposition. C'est pas ceux qui ont pris part au conclave de Nairobi, c'est-à-dire les leaders, présidents, autorités morales, c'est comment quoi, ont pris part. Comment? Quelle autorité les leaders, les partis morale? politiques ont pris part au conclave de Paris, de Nairobi. D'accord, donc dans ces cas-là, ils auraient dû sanctionner les personnes qui ont pris part. Et d'ailleurs, prendre là, part... j'ai dit, parce que vous avez dit, ils ont pris pêle-mêle. Moi, je dis non, ils ont spécifié. Non, même s'ils ont pris part à cette rencontre de l'opposition, en quoi c'est en violation de la loi? En République démocratique du Congo, la Constitution nous dit clairement qu'on ne peut être sanctionné qu'en vertu d'une loi qui existe et qui est en cours. Et si cette loi exista, cette Kikouni et compagnie, au retour au pays, ils auraient un procès pour flagrance et non pas une arrestation par l'ANER. L'Agence nationale de renseignement n'arrête pas sur soubassement légal, mais sur ordre politique. Donc, en conséquence de quoi? La loi du 15 mars 2004, qui donne des prérogatives aux partis politiques, protège l'exercice démocratique de ces partis. Moi, je n'ai pas vu, ni dans le passé, le parti de PPRD faire des manifestations aussi violentes, aussi antidémocratiques que l'UDPS ne le fait alors qu'ils sont au pouvoir. C'est l'UDPS qui va dans les autres partis politiques casser. C'est l'UDPS qui va dans les autres politiques agresser les autres. Donc, en conséquence de quoi, il est quand même dérisoire de voir un ministre de l'Intérieur prendre pêle-mêle une décision qui fragilise davantage la cohésion nationale. C'est vrai que ce n'est pas le souci de l'UDPS ni de ceux qui sont au pouvoir, de la cohésion nationale. Mais nous disons que la République ne vous appartient pas, ne leur appartient pas. Ils n'ont pas le monopole de parler pour nous sur l'avenir de la République. Nous sommes assez grands, nous avons vu suffisamment de dictatures, nous avons suffisamment d'expérience pour voir que quand vous avez échoué en tant qu'acteur politique, le minimum que vous puissiez faire, c'est démissionner et non pas amener le pays dans le chaos dans lequel vous nous aurez. Donc, je retiens qu'Éric est contre ces décisions. Non seulement, non, c'est une décision purement politique qui n'a pas de soubassement légal. Donc, quand vous m'avez demandé effectivement par quels moyens, comment peut-on sanctionner ce parti politique, je vous ai déclaré que c'est exclusivement en vertu d'une loi qui existe. Et sur les sanctions, voici ce que dit la loi de 2004 sur le parti politique. Tout acte, l'article 28 particulièrement, on commence par là, tout acte d'un parti politique contraire à la loi, à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à ces statuts, ou ayant porté atteinte aux intérêts d'un de ses membres ou d'un tiers, peut être annulé par le tribunal de grande instance du ressort de la commission de cet acte à la requête, soit du ministre public, soit du membre et du tiers intéressé. Cette requête, elle peut avoir une raison, mais il est ici question d'un tribunal qui va trancher en toute objectivité. C'est en cela qu'on insiste sur la nécessité de veiller à ce que
nous préservions, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la séparation des pouvoirs. Et que le politique cesse de se prendre pour la justice, que le politique cesse de se prendre pour les législateurs, que le politique cesse de se prendre pour l'exécutif à lui tout seul. En conséquence de quoi, les décisions que prises par le ministre de l'Intérieur visent exclusivement, par peur, à avoir un potentiel adversaire coriace, qui est Joseph Kabila, de prendre suffisamment de l'an pour venir renverser cette tentative d'imposition d'une dictature dont on n'en veut plus. Ça, on ne veut pas de dictature. Les conséquences de cette décision prématurée. Mais nous disons que c'est dommage. Merci. Joseph Kongolo. Merci, madame, pour la question. Le gouvernement est saisi du Conseil d'État pour la dissolution de plusieurs partis de l'opposition. Je suis étonné que M. Rick parle comme un Camerounais, comme un Sénégalais qui apprend sur la politique en République démocratique du Congo. Non. Eric sait très bien que l'UDPS a été bombardée et il y a eu plus de 8 morts dans le siège national par le PPRD. Si vous refusez le PPRD, c'est que c'est le président de la République, l'ancien président de la République. Ça, c'était pas non plus de la démocratie. Je voudrais dire ceci, madame. La loi, la liberté, qu'elle soit d'expression, qu'elle soit d'action, toute liberté, c'est le droit de ne faire que ce que la loi exige. C'est ça la liberté. De ne faire que ce que la loi demande de faire. Donc, si ce n'est pas ce que la loi en vigueur demande de faire, vous êtes en infraction, en libertinage. C'est la première chose qu'il faut savoir si on parle de la démocratie. C'est-à-dire quoi? Ces partis n'ont pas fait ce que la loi... Ça veut dire que la démocratie est une charpente de loi. OK? Au-delà de toute autre considération. C'est une charpente de loi. Et il faut agir dans les limites de la loi. Quand vous dépassez ces limites de la loi, vous êtes en infraction, vous n'êtes plus en démocratie. Alors ces 13 partis ont agi... J'en arrive. Ont dépassé les limites de la loi. J'en arrive. Au-delà, il y a une loi. Il a lu. Heureusement qu'il a sauté sciemment l'article 6. Sciemment. Il le sait, il a sauté sciemment l'article 6. Le problème qu'il y a, madame, c'est que l'homme dont on parle, c'est un condamné à mort pour des crimes de guerre. Il a oublié ça sciemment aussi. Pour le crime de guerre. Et une suite de crimes. Voyez-vous, condamné par notre pays. Notre pays. Pour crime de guerre. Donc, c'est ce monsieur qui appelle un groupe de petits messieurs qui cherchent où s'accrocher. Et puis, ils se réunissent. C'est pour faire quoi? Parce que lui, c'est lui le chef de guerre d'un 23. C'est pour faire quoi quand il vous appelle? C'est pour faire quoi? Dialoguer. Ce n'est pas pour le bien de la République, madame. C'est pour continuer la guerre par des moyens pacifiques. Il le sait. Mais justement, il dit qu'il fallait sanctionner les individus, pas les partis politiques. Non, madame. Ça c'est quel type de raisonnement? Pourquoi Mbemba était en prison à la CPI? Est-ce qu'il était en Centrafrique? Pourquoi on l'arrête? Je te pose la question, madame. Pourquoi Mbemba a été arrêté à la CPI? Lui doit nous éclairer beaucoup plus. Moi, je ne suis pas juriste, lui doit nous éclairer beaucoup plus. Je peux t'éclairer. C'est quel type d'autorité? Militaire. C'est quel type de responsabilité que militaire? Même politique. Pas seulement militaire. Pas politique. Pas seulement militaire. Rien à voir avec la politique. Pas seulement militaire. Exclusivement militaire. Il n'y a pas de militaire. Madame, je voudrais un exemple. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes une bande de voleurs à main armée. OK? On vous ramasse vous seul. Vous dites notre chef c'est elle. Qui n'était pas sur le champ d'opération. On fait quoi? On l'arrête pas? On l'arrête pas? Est-ce qu'il était sur le champ d'opération? Non. On l'arrête pourquoi? À cause de la responsabilité à la tête de ce groupe. Donc, de la même manière, s'il vous plaît, de la même manière, quand un président d'un parti politique engage, Kabila n'est pas autorité morale. Kabila est président du PPRD. Il y a une nuance. Il est président en exercice du PPRD. On parle des 13 autres partis politiques. Tous les autres, ce sont des présidents des partis. Ce sont les présidents des partis politiques. Donc, et les partis, ils sont tous dans le même panier, madame. Et les membres du parti et tout ça. Quels membres du parti? Je parle des présidents qui engagent. Dans le parti, quand on dit ça, un parti, c'est tous les membres. Madame, non. Ça va plus fonctionner. Attention, il faut faire attention.
eux sont des présidents des partis qui agissent au nom de leur parti. Ils ne sont pas venus en leur nom propre. Ils sont... solution. Madame, c'est les partis qui sont allés représenter là-bas, ce ne sont pas les individus. C'est les partis qui sont allés présenter. Ils représentaient les partis et non pas en individuel. Je crois que c'est peut-être là la confusion que les gens ont, je crois. Ils sont partis représenter. D'ailleurs, j'aimerais voir un peu l'invitation. Est-ce que l'invitation était à titre personnel? C'était président du parti tel. Vous voyez? Il faut le savoir. Non, ils ont engagé leur parti. Ils ont engagé leur parti. C'est en ce nom seulement qu'ils ont été invités par M. Kabila, le condamné à mort pour crime de guerre. Alors, les conséquences de cette décision, si aujourd'hui ces partis sont dissous, quelles seront les conséquences? C'est-à-dire ces partis n'iront plus vers Kabila, ils auront peur, ça va les dissuader ou comment? Madame, qu'est-ce qu'on s'attend quand on radie les partis, ça veut dire qu'ils n'existent plus sur le plan légal. Mais ils vont quand même continuer à approcher l'homme. Qui? Le condamner à mort. Qui va continuer à approcher? C'est-à-dire que le parti n'a plus une existence légale. Le jour où vous attrape, vous réunissez au nom de tel parti, on vous arrête parce que vous êtes dans l'illégalité. Vous êtes des délinquants. Ils iront maintenant à titre individuel. Bon, à titre individuel, comment? Ils vont se disperser dans d'autres partis politiques. C'est simple. Non. Qui va se réunir pour un parti qui n'existera jamais? Joseph Kongolo, on ne se comprend pas. Alors, dis-moi. On demande de dissoudre ces partis politiques parce qu'ils sont allés vers Joseph Kabila. Non, pas ça. Attention. Non, madame. Ils ont participé au conclave, c'est ça? Oui, ils ont participé à un conclave qui veut mettre en mal les intérêts de la République. C'est ça la définition. C'est ça la réalité, au fait. Non, c'est parce que, s'il vous plaît, parce que Joseph Kabila est condamné pour crime de guerre. Il va dans un pays tiers, il réunit d'autres gens pour le même motif par des moyens pacifiques. Est-ce que vous me suivez? Il a échoué de prendre les armes pour continuer sa guerre jusqu'à Kinshasa, comme Nanga le dit, n'est-ce pas? Il change de fusil, il change d'épaule. Il prend maintenant l'arme pacifique pour lutter contre la République. C'est ça la réalité. Alors, si quelqu'un ne comprend pas ça dans ce sens-là, c'est comme ça qu'on divague dans l'analyse de ce dossier. OK? Donc, il veut continuer la guerre par des moyens pacifiques. C'est ce que M. Kabila a fait. C'est justement ce qu'il a fait. Alors, en ce moment-là, un condamné à mort pour crime de guerre, viol, pillage, tout ce que vous voulez, madame, il réunit des gens pour continuer la guerre. On parle maintenant des conséquences de cette décision. Madame, les conséquences... Est-ce que ça va dissuader ces personnes, ces individus à ne plus être en contact avec ces individus? Non, ils ne dissuadent pas les individus. C'est pour dissuader d'autres partis. D'autres partis. D'autres partis politiques qui sachent qu'il y a la loi. Et qui ne peuvent pas aller à l'encontre des intérêts de la République tout en étant parti politique. Donc les autres auront peur. Absolument, pas peur, c'est une dissuasion. C'est tout à fait normal. C'est ça le rôle de la loi. C'est ça le rôle de la loi. C'est ça la fonction de la loi aussi. Et ça ne met pas en mal la cohésion nationale. Qui vous dit que ça met en mal la cohésion nationale? Madame, vous savez ce que c'est une cohésion? Non, c'est opposant. C'est faux, c'est opposant, ouais. Mais madame, vous croyez que parce qu'on est opposant, on est plus intelligent que tout le monde ici? C'est quoi la cohésion nationale? Il faut commencer par leur poser la question. Ceux qui viendront ici poser la question, c'est quoi? Ok, quand ils seront radiés, en quoi la cohésion nationale va être rompue? Il faut leur demander. Il faut leur demander. C'est un tissu solide en RDC ici. C'est ce qu'on appelle cohésion nationale, unité nationale. Ici au Congo, ça étonne le monde entier. Ça étonne le monde entier ici. Ici. On a pris Goma jusqu'au Kasaï et tout ça, cette cohésion n'a jamais été rompue. Oui, le RCD a fait près de 3 ans. Cette cohésion n'a jamais été rompue. Le RCD est là, la cohésion n'a jamais été rompue. Jamais. Sauf, écoute-moi bien, sauf qu'elle peut être blessée. Ok? Blessée, on peut la guérir. Mais la cohésion, ici, et l'unité nationale, sont des monuments. Ce sont des monuments ici, en République démocratique du Congo. Merci. L'étendue de la République, c'est l'Union européenne réunie, madame. Et malgré ça, combien de fois on a tenté de balkaniser la République? Rappelez-vous, dans la Première République, avec le Katanga, avec le Sud Kasaï. Merci, justement par rapport à la balkanisation dont vous faites allusion. C'est un acquis de taille qu'on ne peut pas rompre par un petit monsieur qui viole. Il a violé, il a fait beaucoup de choses, des bêtises. Mais malgré ça, la cohésion n'est pas rompue. Par rapport à la balkanisation dont vous faites allusion, venons-en aux dénonciations du chef de l'État, si je peux dire comme ça. Kagame veut scinder et annexer l'Est de la République démocratique du Lac face à la diaspora d'Égypte. Quelle réaction vous faites par rapport à
ces propos du chef de l'État? J'aime d'abord dire que Joseph Kongolo le redit et le redit sans cesse que nous participons à une mission pédagogique. Donc il faut corriger quand il y a des erreurs ou bien des inexactitudes. Il dit que la charpente démocratique, c'est la somme des lois. Seulement, pas seulement. J'ai ajouté. Je crois que tu as bien compris. Dans tous les cas, moi je sais que la somme des lois, c'est un état des droits. C'est ça. Même la démocratie, la démocratie, c'est la gouvernance pour le peuple. Qu'importe qu'il y ait des lois ou pas, on n'a pas besoin de là pour gouverner pour le peuple. La démocratie n'a pas commencé avec des lois, ça a commencé avec le Sénat romain. Non, la démocratie n'a pas commencé comme ça. Cela dit, on l'a commencé à une Le Sénat est la résultante de la démocratie qui est d'abord une culture. Je ne crois pas qu'à l'époque, des gens gouvernaient pour le peuple, on gouvernait pour César. Donc c'est pour ça que je préfère dire le Sénat, c'est déjà une forme de représentativité. Donc c'est la démocratie, c'est là qu'est née la démocratie par la perspective de gouverner pour le peuple. Mais cela dit que je vais quand même vous aider parce que vous avez dit l'UDPS a été bombardé. À moins que vous n'ayez pas été au Congo à cette période-là, moi je ne me souviens pas qu'il y ait des armes de guerre devant l'UDPS. Quand même, mettez un peu de l'eau dans votre bouche, mon cher ami. On a plastiqué. On a plastiqué. Non, c'était pas un plasticage. C'était quoi? C'était un cocktail Molotov. C'était pas un plasticage. C'est quoi alors? Quand vous dites un cocktail Molotov, l'événement. Mais c'est ce que l'UDPS... C'est quoi? Ça s'appelle quoi? Je vous aide, laissez-moi te parler. C'est ce que l'UDPS a toujours fait quand il brûlait les bus, quand il faisait des manifestations. C'est ça qui a toujours fait. Et quand vous nous parlez de la première fois, ça. Non, je vous aide. Parce que vous voulez victimiser l'UDPS. Non, parce que vous voulez savoir combien de gens les membres de l'UDPS ont tué qui étaient des autres partis politiques. Vous voulez me donner la liste? Moi, je vais vous donner la mienne. Je peux même vous en donner 3 du MSR. Je peux même vous en donner 3 du MSR. L'UDPS a démarqué. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Nous avons démarqué. Arrêtez avec cette flagonnerie, ça n'a pas sa place. Nous avons démarqué. Mais vous avez évoqué l'article 6. Je ne l'ai pas sauté. Sous peine de dissolution, toute activité à caractère militaire, paramilitaire ou assimilé, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdit aux partis politiques. Tiens, madame, tu as compris? C'est une parole, pardon. Le PPD a fait quoi? Pardon, sous mon... Le président du PPD a fait quoi? Pardon, s'il vous plaît. Je savais pourquoi. Pardon, s'il vous plaît. Vous m'avez parlé de l'article 6, je vous aide. À Kingabwa, ici, Jean-Marc Kaboul formait des milices, non? Ces milices sont... C'est faux. C'est faux? C'est faux. Vous n'étiez pas là? Non, le grossiste. Mais vous êtes un menteur, Joseph Kongolo, je ne vous savais pas sur ce point-là. Non, il ne faut pas mentir devant les téléspectateurs parce qu'ils n'ont pas la mémoire courte. C'est dommage. Allez-y. Votre intelligence ne peut pas vous permettre de mentir. Vous avez ramassé les Vous pouvez éluder. Mais ne mentez pas, s'il vous plaît. Je vous aime beaucoup. Je respecte votre intelligence, ne mentez pas. Kabound était le premier à former les milices ici. D'ailleurs, c'était quand il a pris sa résidence de Kingabwa. Donc, ce parti qui devrait être le premier à être suspendu, sanctionné, c'est celui qui a les forces de progrès. C'est les forces de progrès qui arrêtaient les véhicules avec des machettes. C'est pas une milice, ce force de progrès. Où était la loi en constant? C'est vous qui êtes au pouvoir? Où était la loi? Quelle question? Ben oui, la question qui se pose, s'il y a bien, on appliquait l'article 6, cette question. Le seul parti que je vu ici dans ce pays, qui pratique autant assimilé, paramilitaire, c'est l'UDPS. Maintenant, je suis stomaqué que mon cher ami, il nous parle de la réunion qui a réuni des hommes politiques sans armes, mais avec une plume et le mot, il appelle ça groupe paramilitaire. Non, mais il y a des condamnés à mort, on sait les raisons. Merci. Maintenant, il a dit une chose, l'état de droit, c'est la charpente des lois, qui nous donne cette loi, qui dit que quand vous allez rencontrer quelqu'un qui est condamné, vous risquez d'être condamné vous aussi. C'est la loi. Je n'ai pas dit ça. Oh, mon cher ami. Tu as mal compris. Je vous aide. Tu as mal compris. Je vous aide. Moi, je vous aide. Trouvez cette loi qui interdit à cette Kikouni d'aller rencontrer Joseph Kabila, parce que Joseph Kabila ne plaît pas à Kinshasa. Trouvez-moi cette loi. Non. Parce qu'il n'y a pas de loi qui se soit rabattue malencontreusement sur les partis politiques. Mais ça s'appelle museler la démocratie. Tenter en tout cas de museler la démocratie. Et il est vrai que la cohésion nationale, lui, ne sait pas ce que c'est. Je suis choqué de quelqu'un qui me parle de la cohésion nationale qui n'est pas mise à mal. La cohésion nationale est mise à mal. Par quoi? Par la guerre ou par quoi? Mais papa, partout. Je te pose la question. Partout. Les vivre ensemble, ça s'appelle les mises à mal. Quand on voit les Ouazalais de combattre à FRDC, c'est pas la cohésion qui est mise à mal. Quand il y a une partie de l'Est qui est gouvernée par d'autres acteurs, c'est pas la cohésion nationale qui est mise à mal. Il faut que vous voyez quoi pour que la cohésion nationale soit mise à mal, mon cher ami. Hein? Que vous n'avez même plus autorité sur une grande partie de l'Est de notre pays. Vous croyez que c'est normal? Ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Congolais. Voilà, justement par rapport à l'Est.
Le fait de la dénonciation dont je faisais allusion tout à l'heure, le chef de l'État. Mais ces intentions de Kagame dénoncées par le chef. C'est pas parce que le chef de l'État remet quelque chose au goût du jour que vous devez nous en parler comme si c'est nouveau. Ce n'est pas nouveau. Et ce qui est encore plus navrant, ben, il vient pour parler avec Washington. Il a évoqué, il a dit que non, il va au Doha justement pour faire avancer les pourparlers avec ceux qui veulent la balkanisation, soi-disant. Une fois qu'ils auront fini, ils vont aller à Washington pour signer avec celui qui veut la balkanisation, c'est-à-dire Paul Kagame, soi-disant. Mais il va signer quoi avec eux? Comment voulez-vous faire de la concession sur l'intégrité territoriale? Vous êtes un représentant de l'État, le chef de l'État. Comment voulez-vous faire de la concession? Si vous avez fait de la concession, l'accord de paix entre Rwanda et Kinshasa, c'est de la concession sur concession. De la concession sur notre intégrité territoriale, sur la souveraineté économique, sur la souveraineté militaire. C'est de la concession sur concession, mon cher ami. Et donc, pour dire une chose, ça s'appelle des poudres, des perles-pépins pour les fanatiques de l'UDPS, qui n'ont pas le temps de réfléchir. Ils vont relayer cela. Mais c'est-à-dire, nous n'en avons que faire. Nous n'en avons que faire. Je reprends même le mot de mon cher ami, puisque l'idée de la cohésion nationale est tellement solide que depuis toujours on a essayé, on n'a pas su diviser le Congo. Pourquoi ils s'en inquiètent alors? Ils s'en inquiètent parce qu'ils sont fragiles. Parce qu'ils savent très bien que leur comportement donne encore du grain à moudre à Paul Kagame. Et c'est pour cela qu'ils s'en inquiètent. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, ceux qui sont à Goma, quand ils arrivent à Kinshasa, ils soient considérés comme étant des étrangers? Des Congolais qui sont là-bas. Et que quand ils viennent chercher un document qui est leur droit, on leur refuse. C'est parce qu'ils sont en train de favoriser cet éclatement de la République. Il ne s'agit pas de le crier, mais vous étiez là à Belgique en train de dire à Paul Kagame, je suis ton frère, viens me serrer la main, il n'y avait rien entre nous. Mais c'est quoi ce comportement complètement ubuesque? D'un sommet à un autre, vous changez de langage. Vous accusez, vous dites pardon, vous accusez, vous tendez la main, vous accusez. C'est quoi cette schizophrénie? Mais c'est face aux faits, peut-être, réalité. La réalité. Mais nous avions déjà saisi la réalité depuis longtemps. Même si je dirais, même si les DPS lisaient, il lirait plusieurs livres, notamment même ceux de Congolo, les livres de ce Camerounais sur l'Holocauste au Congo. Il verrait que ce n'est rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Ils découvrent la réalité sous un prisme nouvel parce qu'ils savent que c'est leur temps qui est compté. Ils veulent en fait quoi? Faire peur aux Congolais en disant que nous sommes quelque part le groupion qui va empêcher que le classement de la République démocratique du Congo soit réalisé. Non, vous êtes l'équation qui favorise le classement de la République. Donc il faut vous faire partir. Il faut vous faire partir. Il faudrait que vous partiez, vous déposiez vos armes, vous déposiez vos plumes, vous déposiez notamment vos déclarations à la porte-pièce. Et que laissez-nous reconstruire cette République en toute quiétude. Éric Bissé-Lopa dit que c'est rien de nouveau. Mais quelle attitude prendre face à ces intentions de Kagame de vouloir scinder, annexer l'Est du pays, comme l'a dénoncé au Caire le chef de l'État? D'abord, je voudrais apprendre à M. Éric, Maître Éric, qu'il n'y a pas de concession sur la souveraineté et l'intégrité territoriale. Il n'y a pas de concession là-dessus. Il n'y a pas de concession. Dans tous les accords qu'on a signés, c'est le premier principe qu'on a évoqué dans les accords qui répond, n'est-ce pas, à la charte de l'ONU et de toutes les autres organisations, toutes les autres sous-organisations, comme l'OUA ainsi que les autres organisations. Vous voyez? Donc il n'y a pas de concession sur la souveraineté et sur l'intégrité territoriale. Je crois qu'en acceptant ça et en signant, c'est justement la signature qu'ils ont signé l'arbre sur lequel ils étaient assis. Parce qu'en acceptant que la République démocratique doit rester un État souverain et doit recouvrer l'intégrité territoriale, eux donc se sont mis à côté. C'était une erreur. J'aurais dû réfléchir plus pour comprendre qu'ils voulaient légitimer leur position. Malheureusement, ils ont scié l'arbre sur lequel ils étaient assis, à tel point. Pourquoi le président était intransigeant là-dessus? D'abord la souveraineté de la République et l'intégrité territoriale avant toute autre signature. Donc il y a une logique politique dans la démarche diplomatique du président de la République. Ok, vous dites que le président de la République... Mais Éric sait très bien que Lumumba, le premier ministre de la République, en avait parlé. Il en avait parlé. Et puis, ils ont mis une virgule dans leur démarche de balkanisation de la République. N'est-ce pas? Et après,
ils ont repris le processus avec l'arrivée de l'AFDEL. L'AFDEL avait cet objectif-là, de chercher un espace vital pour contenir. Vous savez que le Rwanda était, je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui, le seul pays le plus peuplé au kilomètre carré. C'était le Rwanda. Donc, entre autres, ils avaient besoin d'un espace vital. Entre autres, ils avaient besoin de l'argent frais pour supporter, c'est-à-dire diminuer la pauvreté noire qui était au Rwanda, qui alimentait aussi les divisions entre Hutu et Tutsi. Voyez-vous? Parce que plus on est pauvre, plus on s'accroche à la vie des autres, plus il y a des conflits. Justement, ce qu'il a dit, c'est déjà connu. C'est un projet millénaire. C'est un projet. Comment faire face, comment barrer la route? Donc, le président de la République a rappelé aux Congolais de la diaspora en Égypte que c'est Kagame qui, le premier, a pris l'option de prendre les armes pour balkaniser la République. C'est le tout premier. Les autres, c'était des projets, l'ONU, par-ci, par-là, ainsi de suite et tout ça. Le Rwanda a été le tout premier pays à prendre les armes pour balkaniser la République. Vous avez dit, le Rwanda est le premier pays qu'on a armé par Washington. Mon problème, je veux bien, je ne refuse pas, mais le problème c'est que c'est le Rwanda qui a pris les armes. C'est ça mon problème, n'est-ce pas? Il n'y avait pas que le Rwanda, il y avait l'Ouganda également avec lui. Je parle d'abord du Rwanda. Alors, c'est comme ça que le président de la République a éclairé cette diaspora pour leur dire, c'est le Rwanda. Il veut balkaniser la République. Pour le camp de qui? Un point de l'autre. Et après la suite, comment la suite, c'est que le président de la République a pris l'option. Il met sa vie en danger pour empêcher ce projet qui a des racines longues. Le Rwanda, c'est peut-être un exécutant qu'on a sous-traité pour ça. Mais en réalité, quand Lumumba parlait, il ne parlait pas du Rwanda. Quand Lumumba parlait en 60, il ne parlait pas du Rwanda. Ok? Il y a eu plusieurs publications, des livres, par des Tutsis, qui ont écrit sur la balkanisation de la République. Voyez-vous? Ils ont écrit beaucoup. La République Ima-Tutsi et tout ça. C'est des livres qu'on a écrits. C'est des lettres adressées à l'ONU depuis longtemps, c'est pas aujourd'hui. Donc il y a une mémoire que nous connaissons déjà, ce sont toutes ces puissances qu'on appelle communauté internationale aujourd'hui, qui est à la base de ça. Et le président de la République a expliqué que c'est le Rwanda qui est en tête pour l'exécution de ce projet. Ça ne s'arrête pas là. Et là, le président se met un obstacle infranchissable pour que la République soit balkanisée. Et il le fait avec détermination. Avec détermination et rigueur. Il ne recule pas, il le fait, dans la mesure de ses moyens, et il le fait bien. Je te le dis, il le fait bien. Merci. Et il y a aussi cette question de la réouverture de l'aéroport de Goma, annoncée à Paris. Kinshasa, en tout cas, il tient au Conseil des ministres, on a même parlé, l'implication des institutions qui sont concernées. Et du côté de la M23, ça veut barrer la route à cette décision. Qu'est-ce que vous en dites? Comment ne pas voir là un appel aux abois? Comment voulez-vous que ce soit le président français? Donc vous ne cessez d'accuser la France d'avoir parti pris. Donc vous ne cessez d'accuser la France de rouler pour le Rwanda, qui demande à ce que l'aéroport de Rwanda soit ouvert. L'aéroport de Goma en République démocratique du Congo, du côté occupé par la FC-23, donc vous dites être soutenu à 200% par le Rwanda, soit ouvert. Comment voulez-vous permettre à ce que ces questions, dont on sait que un aéroport, c'est aussi un élément de souveraineté, soit traité à l'étranger, par des étrangers. Et vous, comme des enfants, vous êtes là derrière. Oui, d'ailleurs, le ministre rwandais n'a rien à dire. Mais vous dites que le Rwanda supporte militairement le FCM23. S'ils ont quelque chose à dire. Et vous dites, si vous considérez par l'entremise de votre ministre, ministre de la communication et porte-parole, que ce sont des pantins et qui n'ont rien à dire, c'est vous qui décidez, allez rouvrir cet aéroport de Rwanda. Prenez vos militaires. C'est pas possible, cette réouverture. C'est ça le manque de diplomatie. Ils ne savent pas ce que c'est que la diplomatie. Ça n'a rien à voir, c'est pas ça la diplomatie. Vous savez, la diplomatie, c'est quoi? Vous êtes en train de parler, mais vous travaillez en sous-main. Et que du jour au lendemain, on vous rappelle, l'aéroport est ouvert. Il y a une signature. Et vous êtes sûr que ça ne se fait pas, on ne travaille pas en sous-main? Il n'y a pas, puisqu'ils sont en train de parler à Doha, des pourparlers sont quasiment en arrêt. Et en outre, le FC-23 est activement en guerre. Et la FARDC sont activement en guerre avec le Ouazalendo contre le M23. Donc, à partir du moment où vous-même, vous avez déjà des positions belliqueuses, on ne va pas vous faciliter l'accès de manière tout à fait impromptue vers des zones occupées par ces hommes et ces femmes-là. C'est une analyse claire et objective.
Donc maintenant, moi j'ai été étonné de l'entendre de la bouche du président français et que nous, nos ministres, les relaient comme si c'était de la souveraineté de la France d'en parler. Il aurait fallu de la diplomatie française pour aller voir ces acteurs-là à l'Est pour dire comment faire pour y arriver. C'est ça la logique. La France n'a rien à imposer. La France n'est pas cette puissance où la FCL 23 doit craindre, ils viendront ouvrir cet aéroport de force. Loin de là, détrompez-vous. Mais donc on sait effectivement, si vous avez oublié, il y avait également des militaires français qui étaient partis à l'Est pour aider la FCL 23 à être formée. Donc soyez pas si promptes à aller vers une situation dont vous n'en maîtrisez pas le contour. Et en plus, je vois avec une certaine audace le ministre de la communication dire que notre population souffre, ça nous permettrait d'avoir accès à cette population. Mais juste ici, à la sortie de Kinshasa, la population souffre. Allez voir la population congolaise qui se trouve à Brazzaville, en Angola, ainsi de suite. Montrez-vous un État responsable, prenez soin de cette population. Toute cette population, c'est pas qu'on laisse une partie pour l'autre. Mais cette partie-là, vous la contrôlez pas. Non, mais la partie, vous commencez déjà à montrer de quoi vous êtes capable dans la partie dont vous avez l'administration et la gestion. Donc vous avez la souveraineté. Commencez déjà là. Comme à la fin, les conclusions dites par les chefs d'État, les dire, nous allons, à la fin de cette guerre, avoir un plan de reconstruction de 5 milliards. Mais construisez, ne serait-ce que même ici, la capitale, vous n'arrivez pas à le construire. Et vous attendez quoi? En fait, ils sont partis commander, comme d'habitude, demander à la communauté internationale, donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent. Ils sont spécialistes en cela. C'est des véritables lèche-bottes. Merci, Eric. Alors, Joseph ils savent demander. L'argent, quand ça arrive dans les caisses, ça disparaît. Joseph Congo, à voir comment la FC23 refuse, hein, je peux dire ça, n'est pas d'accord avec cette ouverture, c'est-à-dire que ça profite à Kinshasa. Alors, M23 ne s'est pas prononcé. Si, Nanga s'est prononcé. Qui? Nanga s'est prononcé. Il s'est prononcé peut-être après. Mais celui qui a pris la parole pour réagir, c'est le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Et tous la ministre S'il vous plaît, madame. du Rwanda, Nanga. Non, d'abord, ça doit éclairer une certaine opinion qui ne veut pas comprendre les enjeux de la guerre à l'Est. Pourquoi c'est le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui réagit en premier? C'est votre allié. Pourquoi? C'est votre allié. Vous ne l'avez pas demandé. Donc, le Rwanda est toujours nié. Non, nous ne sommes pas au Congo, nous ne sommes pas au Congo. Et quand on parle du Congo, c'est le Rwanda qui s'impose. Donc, c'est une preuve en plus que le Rwanda est vraiment l'envahisseur ou l'agresseur de la République démocratique du Congo. Madame, la France n'a pas intimé l'ordre. C'est la France qui a initié cette conférence humanitaire. C'est la France qui va réunir cet argent. Et cet argent n'atterrira pas dans les caisses de l'État. Il faut connaître le système, comment il fonctionne. Il y a les ONG, le système des Nations Unies, qui va servir de couloir dans la gestion de l'humanitaire à l'Est. La République démocratique du Congo, avec son argent, va aussi gérer son argent sur le terrain à l'Est. Ça ne se fait pas comme ça. Cet argent ne viendra pas dans le compte de l'État. OK? Ce sont le système des Nations Unies. On va dispatcher l'argent en fonction des besoins de chacun. Là, ce sont les réfugiés, là, ce sont les alimentaires, ainsi de suite et tout ça, les soins médicaux. Et la RDC viendra aussi avec ses moyens. Ses moyens. En tant que membre de la communauté internationale, la communauté internationale doit intervenir parce que nous participons, nous donnons notre contribution chaque année. Voyez-vous? Donc, nous ne sommes pas allés quémander. C'est ça le système, en fait. C'est ça le système. Nous n'allons pas quémander. Nous sommes membres de l'ONU. Nous contribuons chaque année. Par conséquent, quand nous avons des problèmes, c'est ce que la charte dit, quand nous avons des problèmes, la communauté internationale est censée intervenir. C'est un droit. C'est un droit. D'accord? Ça veut dire quoi? Malgré l'opposition de qui? Non, j'en viens. La France a proposé que si on réunit tout ce qu'il faut pour secourir les sinistrés de l'Est, la faisabilité exige que l'aéroport de Goma soit ouvert. Comme ça, on va jouer sur deux aéroports. Celui du Burundi et celui de Goma. C'est ce que la France a dit. Bon, alors pour cela, en tout cas pour que la faisabilité soit correcte, il faut que l'aéroport de Goma soit ouvert. OK? La France n'a pas imposé. La France a dit, dans la faisabilité, il faut que ça soit ouvert. Et la République démocratique du Congo, ce qui est tout à fait normal, il n'y a que la République démocratique du Congo qui peut autoriser. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ça relève de la souveraineté, il a dit. Un aéroport relève de la souveraineté d'un pays. Mais ce coin est occupé par...
Vous dites? Les rebelles se coincent. Les rebelles, madame, d'abord, eux, les rebelles, ne sont pas capables d'ouvrir l'aéroport. Parce qu'il y a un personnel navigant, je t'informe, qu'il y a un personnel navigant, n'est-ce pas, attitré pour gérer un aéroport. C'est qu'eux n'ont pas cette expertise. Ça veut dire qu'il n'y a que le gouvernement congolais qui peut permettre l'ouverture de cet aéroport s'il a été fermé. Ça veut dire qu'il permet à ces travailleurs, ces fonctionnaires, d'aller en poste pour commencer le travail, de donner des moyens qu'il faut pour qu'ils commencent le travail. Ce n'est pas les rebelles qui vont le faire. Donc pour accéder à l'aéroport, la zone est occupée. Madame, de la même manière que nous avions fait pour qu'il y ait pression, sanction sur le Rwanda, on le fera de la même manière pour que cet aéroport soit ouvert. Imposition. On le fera. Merci. On le fera de la même manière qu'on a fait pour que le Rwanda réchigne, pour que Kagame se taise, pour que Kagame commence à fouiller Tshisekedi dans toutes les plateformes internationales. On le fera de la même manière pour l'ouverture du aéroport de Goma. On le fera de la même manière. Merci. Ah bien alors c'est la pression. On termine avec l'instabilité dans les provinces de la RDC. Après Tchopo, il y a eu... le gouverneur a été dissous. On parle du Kasaï, au Congo central, on dit que les gouverneurs doivent se présenter à l'Assemblée provinciale. Même ici, il y avait des problèmes à Kinshasa aussi. Hein. Oui, qu'on a étouffé. Il y avait des problèmes étouffés. Au Sankourou, le président de l'Assemblée provinciale qui a démissionné sous la pression. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui est à la base de ces motions, des interpellations? Éric Bisseloué, c'est l'enfant. Je me permets quand même de corriger Joseph Kambolo parce que il n'y a aucune obligation de la communauté internationale de donner l'argent à la République démocratique du Congo. Il n'y a pas une obligation. J'ai dit c'est un droit en tant que membre de la communauté internationale. C'est un droit. L'apport financier s'est fait sur base de volontariat et bien de sûr. Bien sûr. Donc vous pouvez demander, on peut ne pas vous donner. Donc ne dites pas vous demandez par droit, vous recevrez rien par droit. La République démocratique du Congo n'a pas d'argent pour financer quelle que soit une opération, ne serait-ce que même des secours de nos propres réfugiés sur le sol congolais. On n'a pas de moyens pour ça. Ça, c'est une vérité. Vous savez, madame, ce qui se passe dans les différentes assemblées depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi. Non, c'est une vieille histoire. Faut pas... Non, c'est une vieille histoire. Depuis longtemps, les institutions je peux me permettre quand même de faire une assise chronologique, non? Vous allez répliquer. Je ne suis pas en train de parler sur depuis que le Congo est Congo, ou bien depuis qu'on a les assemblées. On ne parle pas des institutions, on parle pas de... Oui, mais moi je ne parle pas depuis que les assemblées D'accord, c'est la même maladie depuis... Moi je parle depuis votre avènement à vous. Ok. C'est trop politicien ça. Bah oui, c'est une analyse politique. Hein. Qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est une analyse politique. Donc j'insiste, je prends la période qui m'intéresse. La période où vous avez commencé à surseoir les installations du gouverneur parce que les textes ne vous plaisaient pas. Vous avez voulu vous-même décider de qui doit devenir gouverneur, qui doit être élu membre de l'Assemblée provinciale. Alors, à partir du moment où les Congolais ont mal voté, où ils se sont votés eux-mêmes, ils se sont partagés eux-mêmes les postes, ils se sont élus eux-mêmes avec les machines. Mais qu'est-ce que vous croyez qui va naître de cela? Que de frustration de part et d'autre. Des uns et des autres sont là parce qu'ils ont été cooptés par un ministre qui était proche du pouvoir. Un ministre qui parle à l'oreille du roi Soleil. Donc à un moment, le ministre s'est fait écarter. On ne chuchote au roi pas pour toujours, mais pour un temps. Mais quand on n'est plus l'odeur de sainteté, du coup, là où vous avez placé vos pions, vous êtes en fragilité. Et ça déstabilise les institutions. C'est ça la réalité. Si réellement nous étions dans une démocratie locale, c'est-à-dire que l'autorité nationale n'a pas à intervenir sur les délibérations au sein des assemblées provinciales. Il n'a pas à intervenir sur les motions posées par les députés provinciaux, qui sont tout aussi légitimes que les députés nationaux, puisqu'ils sont censés être élus. Au suffrage universel direct. C'est-à-dire qu'il y a de la manipulation. Il y a toujours de la manipulation jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que le pouvoir central veut contrôler la démocratie locale. Quand ça ne va pas dans ce sens, il appelle. Mais non. La démocratie va se vivre. Si on a institué la motion de censure dans le texte positif, dans le droit positif congolais, c'est pour que ça ait des effets.
Si on a institué l'interpellation de ceux qui des décideurs politiques, ben c'est pour qu'on en fasse effet. C'est pas pour que ça se fasse joli dans les écritures, dans les livres de droit. Mais quand cette démocratie se vit, vous les appelez, vous vous dites non, il ne faut pas faire ci, nous on ne veut pas lui. Non. La souveraineté, c'est aussi le choix de délibérer de ces députés provinciaux élus au suffrage universel. Moi, je sais qu'un ministre n'est pas élu au suffrage universel. Alors, les députés provinciaux, vous les prenez pour vos laquais, mal rémunérés, mal payés, mal pris en charge, mais vous voulez qu'en plus, ils supportent des gouverneurs incompétents, comme celui de la ville de province de Kinshasa. Donc, on ne sait pas à quoi sert ce gouverneur, puisque la plupart des actions, dont les routes notamment, sont prises en charge par le gouvernement central. Donc, ils ne veulent en fait, quelque part, revenir sur les systèmes qui existent, c'est-à-dire des systèmes de décentralisation. Ils veulent une concentration. C'est ça l'exercice, c'est ça cette tentative, c'est une concentration du pouvoir. Au lieu que ceux qui sont éloignés, mais qui sont proches de cette population éloignée, fassent prévaloir les intentions ou bien les revendications de la population locale, non, Kinshasa qui ne connaît pas ces réalités, quand il voit un pépin, un remue-ménage, il les appelle, il dit non, nous on veut lui parce qu'il parle notre langue, lui, nous on veut lui parce qu'il est dans le parti d'un tel, donc laissez comme ça. Ce n'est pas ça une démocratie parlementaire, ce n'est pas ça une démocratie locale, ce n'est pas ça une démocratie qui est contenue dans notre constitution. Alors, que faire pour mettre fin? Parce que j'ai vu, ils sont convoqués à Kinshasa. À plus forte raison, vous avez compris que... Le gouverneur et membre du bureau de l'Assemblée provinciale. Vous avez compris que quand la racine est déjà biaisée, attendez-vous à ce que la nature fasse l'essentiel pour que les choses reviennent en son bon ordre. Mais il faut laisser les gestions aller. Parce qu'en quoi est-il interdit de déchoir un gouvernement provincial? Une fois que c'est fait, il y a une nouvelle élection, les députés, à une majorité, sont convaincus, ils élisent. Sauf si, bien sûr, le gouvernement, le gouverneur avait donné des jeeps, et donc il dit, je n'ai pas récupéré mon argent, je n'ai pas récupéré, donc je ne peux pas partir. Et là, il appelle Kinshasa, tu m'avais dit de donner 200 000 $, je resterai là, remets-moi à ma place. C'est ça qui se passe en fin de compte. Des gens qui ont accepté des postes, et du coup, à partir du moment où ils ont acheté ces postes-là, ils disent, je ne partirai qu'une fois que j'aurai récupéré mon argent. Et c'est là que la démocratie est la plus fragilisée possible. La démocratie est la plus mise à mal. Parce que le pouvoir central a du mal à supporter qu'il y ait une démocratie locale qui s'opère sans ses amis qui sont dans les partis politiques ici localement. Non, je crois que je crois même que les députés provinciaux ou bien locaux ont une meilleure assise locale pour comprendre les besoins de la population au-delà, au dépend même des partis politiques. Et c'est ça qui inquiète plutôt Kinshasa, où ici, chez chacun, veut se faire plus gros qu'il n'est réellement. Merci Joseph Congo. Eric dit que plusieurs gouverneurs sont là sous la bénédiction des non, Eric ne devait pas commencer par là. Des ministres. Madame, la première... Dès que les ministres parlent, lui aussi doit partir. Non, la première révision de la Constitution de 2006, c'était en fonction de l'instabilité des institutions provinciales. Ça, c'est plus profond. C'est ça le raisonnement, il commence là. Kabila a fait la première révision en 2011. C'est sur les instabilités des institutions provinciales. Et là, il a donné au président de la République de dissoudre, de faire partir le gouverneur en cas d'instabilité prolongée. OK? Donc, dans la construction de notre loi fondamentale, ça c'est une fragilité qu'on a consacrée. Parce que de toutes les institutions, celle-là, qui est plus importante parce que la démocratie à la base, c'est celle-là qui est la plus fragile. Et cela a donné lieu à une révision constitutionnelle, la seule, je crois, la seule révision constitutionnelle de la Constitution de 2006. C'est ça, c'est sur les instabilités des institutions provinciales. Comprenez? Donc c'est mal profond. C'est mal profond. Je vais vous dire pourquoi. Deuxièmement, vous savez que la démocratie, là je reprends à Eric, la démocratie, que ce soit dans les vieilles civilisations, la démocratie, même dans la Rome antique, n'annule pas l'irrationalité de la politique. Il ne faut pas que les gens vous trompent. La politique a ses voies, ses moyens qui peuvent déroger à la démocratie. Même la loi fondamentale ne peut pas codifier le comportement des politiques. Tout le comportement des politiques, non. C'est-à-dire quoi? Vous justifiez? Dans la politique,
il y a une certaine irrationalité que la démocratie ne peut pas annuler. C'est ce que vous voyez ici, les institutions. Quand vous voyez la Constitution, vous avez des histoires bien organisées, n'est-ce pas? Mais quand on entre dans le fonctionnement de ces institutions, c'est là que la politique intervient. Il y a d'autres irrationalités. On ne les évite pas. C'est-à-dire que ce qu'elle a dit, vous êtes d'accord avec lui? Non, je voudrais vous dire que... Je voudrais lui dire ceci. Non, mais eux font quoi? Les gouverneurs et les députés provinciaux font quoi? Vous dites quoi, madame? Ils font quoi? Ce sont des institutions hautement politiques. Ils font de la politique crue. C'est la raison pour laquelle on pose en place des gouverneurs sans programme, sans vision, parce que seulement il y a un politique. Je vais y arriver. Je voudrais aider les autres qui nous écoutent. La démocratie n'annule pas l'irrationalité de la politique. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Nous ne pouvons pas faire un état du droit, mais on fait un état de droit. Un état du droit, il relève de l'utopie. Ça n'existe pas. C'est ce que les gens, dans leur raisonnement, ils souhaitent un état du droit où même pour se déplacer, il faut que la loi autorise. Pour faire ce il faut que la loi autorise. Cet état du droit n'existe pas. L'état du droit n'existe pas. Il n'y a qu'un état de droit. Il y a des nuances profondes. Non, la politique prime au-dessus même de la loi. Toujours. À un certain moment. Madame, quand nous demandons le dialogue, est-ce que la Constitution prévoit le dialogue? La Constitution prévoit le dialogue? Dans ce format-là? Parfois même le dialogue donne lieu à un Premier ministre. C'est quelle constitution? Ça n'existe pas. Regarde, quand il y a choc entre le juridique et le politique, très souvent, c'est le politique qui l'emporte. Il le sait. Deuxième chose, madame, une démocratie, la gouvernance, l'état de droit, l'élément humain sur lequel on peut fonder ces éléments, ces valeurs-là, c'est le citoyen, ce ne sont pas des individus bruts. C'est le citoyen qui connaît ses droits et qui sait les défendre, qui connaît ses devoirs. C'est ça l'élément fondamental sur lequel on pose la démocratie, la gouvernance et l'état de droit. Quand quelqu'un, les individus bruts, qui ne savent pas qui sont leurs droits, quels sont leurs devoirs, ceux-là ne peuvent pas supporter la démocratie. Et c'est le cas dans lequel nous sommes. J'ai répondu à ta question. Les individus qui sont acteurs en politique, qui se veulent être dans un paradigme démocratique, ne sont pas formés pour supporter et les institutions démocratiques et la gouvernance et l'état de droit. Nous ne sommes pas formés pour ça. Je vous informe que le cours de civisme n'existe plus à l'école primaire. Même à l'université, dans le cours de civisme, on a appelé comment civisme ou quelque chose comme ça. Je n'en vois plus. Mais vous allez former le citoyen où? La science, c'est autre chose que la citoyenneté. C'est ça qui justifie les comportements des politiques. Mais qu'est-ce que tu crois, madame? Qu'est-ce que tu crois? Regardez beaucoup de réactions que nous avons en politique. C'est des choses que nous avons héritées du régime Mobutu. C'est chanter pour les autres, les matolos. Ce ne sont pas des choses qui sont venues du néant. C'est ça qu'on nous a appris par Mobutu. La fidélité au chef, au timonier, au guide, un chef. On m'appelle chef même quand je ne suis pas chef. Ça, ce sont des choses que nous avons adoptées. Donc, ce soubassement, on appelle ça une culture politique sécularisée, n'existe pas, n'existe pas. Ce qui fait que nous sommes des brutes, nous sommes des individus. Et on a plaqué sur nous des institutions que nous ne savons pas supporter, que nous ne comprenons pas. C'est pourquoi il y a des déviations. Non seulement au niveau des provinces, même au niveau national de fois. J'ai l'impression que vous parlez le même langage. J'explicite. C'est-à-dire que vous appuyez ce qu'il a dit. Mais c'est ce que je suis en train de te dire, madame. Cette façon de faire, parce que vous discutez, c'est là, par le fait que la politique prime sur mais il le sait. la démocratie et qu'il y a un problème de civisme. Mais c'est tout ça. Ça freine alors le développement de nos provinces. Vous avez formé le citoyen où? Mais ça freine le développement des provinces. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arrêter cette hémorragie dans nos provinces? Je vais vous dire quelque chose de très important. Pour arrêter cette hémorragie, il faut réviser la Constitution. Et c'est la procédure dans laquelle on est engagé. Je vous dis, c'est parmi les choses qui vont être révisées. Okay. C'est parmi les choses qui vont être révisées. Il faut réviser la Constitution pour donner une autre configuration à ces institutions provinciales. Soit l'Assemblée nationale devient consultative, et quand il trouve des choses anomalies, c'est au président de la République qu'il faut déposer ou à une autorité quelconque, ça dépend de la manière qu'il va réfléchir, et puis on mène des enquêtes, et si cela s'avère vrai, alors en ce moment-là, le président de la République peut faire partie du gouverneur et organiser. C'est un exemple, ça c'est un exemple que je donne. La première des choses, la solution est la meilleure aujourd'hui, c'est de réviser la Constitution et de transformer la configuration des institutions provinciales pour essayer de les stabiliser. Alors, dans le cas contraire, on ne peut pas développer la Constitution. Si vous êtes d'accord avec ça.
Pour certains, mais la révision de la Constitution pour résoudre non, pas absolument. ce problème de notre absolument province. pas. Pour modifier la Constitution, ils cherchent autre chose pour aller chercher Oh là autre là, chose. c'est un cas Non, clair, non, sur lequel on puisque parle, la Constitution a déjà été retouchée, et c'était pas seulement On peut la retoucher autant c'est de pas temps, seulement autant de l'article fois. 198 relative aux assemblées provinciales qui a été révisé, plusieurs lois qui ont été révisées en 2011 dans la loi de finances, ainsi de suite. Mais je reviens juste à une chose. Joseph Kongolo, vous avez une interprétation négative de la loi. La loi n'est pas là pour vous dire sur quel pied marcher, comment manger, comment respirer, ce combien de mètres vous devez faire dans la rue. C'est apparemment votre raisonnement, il est un peu proche de ça. Ah non, moi j'ai un Si, aucun si. moment. Si. Ouais, la loi De la vise- manière que vous parlez, c'est comme si c'est la loi qui régule tous les détails du fonctionnement de la politique. Non. La loi est omniprésente. Le rapport juridique est omniprésent dans la société. C'est exactement, c'est même pas la loi, le rapport juridique. Aussi longtemps que la loi vous identifie comme étant une personne physique ou morale, derrière cela découle un certain nombre de droits et de libertés. La loi, elle a tendance à reconforter, à rassurer, à rappeler ce qui est fondamental. Les libertés, les droits sont fondamentaux. Les protections des individus sont nécessaires. La loi intervient lorsque les abus sont apparents, notamment des abus politiques, pour légiférer et dire non, non, non. Même si vous êtes politique, vous n'êtes pas au-dessus des autres. Vous n'êtes qu'un citoyen. C'est ça la loi. Et lorsqu'on a revu la loi, l'article 198 de la Constitution, l'idée justement c'est parce que nous ne pouvions pas accepter qu'un individu, parce qu'il est arrivé comme gouverneur, il peut paralyser une province. On lui demande de partir, lui il ne veut pas partir. Mais alors que c'est par le processus démocratique, ça c'est la démocratie à petite échelle. Alors imaginez comment ça se passe mal ici à grande échelle. Vous voyez les désordres qu'il y a, c'est même des désordres qui commencent là-bas. Les désordres à petite échelle sous-entend qu'il y a un processus simple. Même si vous êtes un bon gouverneur, on peut vous chasser parce que vous n'avez pas respecté vos promesses. Ça peut être normal. C'est à condition que le processus soit respecté parce que le processus est codifié. On vous dit comment les choses doivent se passer. Quand vous n'êtes pas d'accord, il y a un recours devant le Conseil d'État. C'est comme ça que ça fonctionne. Et effectivement, la modification visait quoi? Lorsqu'une crise politique grave et persistante, et c'est là qu'on dit, il faut un arbitre. Et c'est là qu'on rappelle le chef d'État, vous êtes par la Constitution, c'est-à-dire par la mère de la loi, responsable et obligé d'intervenir, de ne pas laisser pourrir la situation, sinon la province est mal gérée et mal administrée. Mais il y a une particularité chez nous dans la province. Il y a une particularité chez nous dans la province dont il ne faut pas éluder. Il y a quand même des clivages tribaux, des clivages régionaux qui sont assez forts dedans. C'est-à-dire que dans nos provinces, les acteurs politiques manipulent à leur propre bénéfice les intérêts de la terre. Moi, je suis de la lignée de... Moi, je suis de cette région. Moi, je parle quelle langue. Alors que les assemblées provinciales sont des données politiques au-delà. Donc, ça amène une cohésion nationale qui dépasse votre fibre tribale, votre fibre régionale. Vous devrez convaincre par un programme. Vous devrez convaincre en travaillant avec tout le monde, tous ceux qui ont la capacité, en tout cas, à y travailler. Mais alors que certains individus, parce qu'on arrive au gouvernement, on est riche, on s'accapare des biens des uns des autres, on dit non, moi je monte une milice qui va protéger parce que je suis de la lignée de, je suis de la tribu de. C'est pour cela qu'ici on ne parle pas d'un tel gouverneur spécifique. On parle de fonctionnement de socle démocratique. Et donc, ici, pour moi, la Constitution est claire. Justement, si on a eu à modifier la Constitution, parce qu'on a remarqué ces failles-là. Alors, ils veulent me dire modifier pour faire quoi? Il n'y a rien. Appliquer ce qui existe simplement. Non. Si un gouverneur doit partir, il part. Un gouverneur n'est pas au-dessus de l'Assemblée provinciale. Mais ces députés sont parfois aussi manipulés avec des motions, comme ils disent, alimentaires, pour faire partir un gouverneur. C'est légal. C'est légal. C'est ça le problème en est que c'est ça. Non, le problème en est que c'est ça. On ne fait pas de motion tout le temps, c'est faux. C'est pas je me réveille, je fais une motion, on chasse le gouverneur, l'autre il arrive dans une semaine, on fait une motion. Non. La loi fait en sorte qu'il y ait une période d'accalmie, il y a une période d'analyse. Et si vous jugez qu'une motion, on peut être aussi contre-attaquée. On ne peut pas faire de motion pour tout n'importe quoi. C'est faux. La loi, elle est bien faite.
Ce sont des individus qui sont des manipulateurs, qui sont de mauvaise foi. Et notamment, vu qu'on a les cours et tribunaux qui ne sont pas aussi libres, ils réagissent en fonction du politique. Et c'est le politique qui pose problème à la République démocratique du Congo, contrairement à ce que dit Joseph Kongolo. Ce n'est pas le juridique, ce n'est pas le législatif, ce n'est pas le droit, c'est le politique qui n'a aucune code de conduite, qui n'a aucune moralité, qui n'a même aucune perspective, si ce n'est que son propre ventre et sa propre tribu, sa famille. C'est le politique qui pose problème. Ce n'est pas le juge occupe une fonction. Non, mais le politique, il se révèle une espèce de totalitarisme à lui tout seul, moi, et je vais aller parce que j'ai créé un parti politique, je mérite de devenir ministre, je mérite d'être aussi en même temps membre de l'Assemblée nationale, je mérite en même temps d'être sénateur. Vous avez vu ces exemples, gouverneur, sénateur, député national, le voilà ministre. Et là, vous dites que le problème c'est la loi, ce n'est pas la loi. La loi, c'est là que c'est là maintenant qu'on doit mettre une loi pour venir encadrer cette dérive politique. On va dire, vous ne pouvez pas concourir à plus de 2 suffrages ou bien à 2 postes politiques aussi importantes. C'est là que la loi devient cadrer les abus de politique. Donc la loi, elle est belle, elle est digne. Ce sont les politiques qui sont indignes de la loi, notamment de notre constitution mère. Joseph Kong. Dans cette matière-là, madame, parce qu'il y a une carence fondamentale. Que Mobutu n'a pas su former un citoyen, Kabila, de la même manière, aujourd'hui, nous sommes devant des individus bruts et non des citoyens capables de supporter et le développement et la démocratie et même l'état de droit. Je crois que... Et Tshisekedi, pardon, ce sont les mêmes citoyens. Mobutu Tshisekedi est en cours, il est en fonction, les autres sont déjà passés. C'est-à-dire que leur mandat est fini et qu'il n'y a pas de résultat sur cette matière. Mobutu n'a pas formé, Kabila n'a pas formé. Non plus. Toi, tu n'es pas formé dans l'école de Mobutu. Non plus. Toi, tu n'as pas été formé dans l'école de Mobutu. J'ai dit ceci, vous ne me suivez pas. J'ai dit on n'a pas formé un citoyen. Donc toi, tu n'es pas un citoyen. Toi, tu n'es pas passé dans les écoles de la République avec la citoyenneté. Non. Toi, moi, je suis devenu citoyen par moi-même en faisant de recherches pour être un citoyen. Pas à travers l'école. Mais vous n'êtes pas le seul à faire des recherches, à devenir citoyen par vous-même. Justement. C'est-à-dire que... Il y a ceci. Les citoyens sont des minorités au Congo. Ah, mais on existe. Parce que, d'eux-mêmes, n'est-ce pas, bien sûr, s'appuyant sur certaines connaissances acquises à l'université, à l'école et ainsi de suite, il fait un effort personnel pour être citoyen. Le être citoyen, ce n'est pas quelque chose qui arrive au hasard. C'est une volonté engagée de quelqu'un pour être un bon citoyen. C'est comme avant que vous puissiez poursuivre avec vos idées, c'est dire quoi? Comme on n'a pas su former un citoyen de Mobutu à Kabila, vous épargnez Tshisekedi. Hein? Je ne l'épargne pas parce qu'il est encore en cours. Peut-être qu'il pourra initier des projets là-dessus. C'est-à-dire que toutes ces générations qui viennent là après, nous, nos enfants, tous là, nous n'avons pas été formés, il n'y a personne qui peut sortir du lot. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit en général, le Congolais n'est pas citoyen, en général. Les exceptions, ça existe toujours, madame. Oui, mais ces exceptions, on peut les prendre et gérer. Mais bien sûr, attention, les exceptions, on ne les prend pas comme ça. Il faut être au bon endroit, être au bon moment aussi. OK? Mais c'est pas moi, je suis citoyen, mais je n'ai pas des relations particulières avec ceux qui dirigent. Vous allez faire quoi? J'ai fait beaucoup de propositions au ministère de la Jeunesse ici. Beaucoup de propositions. Bon, ils ne comprennent pas l'importance. Ils ne comprennent pas. Donc, les citoyens, il y en a. Il y en a, ils sont minoritaires. C'est eux-mêmes qui se sont formés, au fait. On n'a pas formé des citoyens dans ce pays, je vous le dis. Connaître les intérêts, les droits, les devoirs et les défendre, on n'a pas fait ça. Voyez-vous? C'est ça le problème. Discerner même les intérêts privés, les intérêts publics, c'est toujours un problème pour le Congolais. Voyez-vous? Et ces messieurs ne peuvent pas supporter la démocratie. Donc, pour nous, je dis ceci. Si nous pouvons, si la loi peut aller, n'est-ce pas, constater les carences qu'il y a dans le citoyen, il peut reformuler la loi pour qu'en lieu et place de leur donner le pouvoir de démettre le gouverneur, même pour des motions alimentaires, eh ben, on peut freiner tous ces élans, n'est-ce pas, en modifiant la loi, en modifiant la Constitution, parce que ça, on ne peut pas seulement faire une loi, mais il faut absolument aller à la racine pour pouvoir changer le fonctionnement des institutions provinciales. Et c'est possible. D'ailleurs, même Kabila lui-même, qui s'est dit être le propriétaire de la Constitution de 2008, hein, il a modifié la Constitution à cause de ses instabilités provinciales. Il a essayé, à sa manière, de modifier la Constitution pour ça. Ça n'a pas tenu. Malgré cette modification, ça n'a pas tenu. Voyez-vous? Et moi, je crois ça va tenir. Il faut aller plus loin en arrachant le pouvoir
de démettre, n'est-ce pas, le gouverneur pour des motifs fallacieux. Donc il faudra faire intervenir. Ça, c'est ma pensée. Mais je dis tout simplement qu'il faut chercher un mécanisme pour pouvoir freiner, n'est-ce pas, cette érosion de motions alimentaires et tout ça et déstabiliser les institutions provinciales. On va réfléchir, on va engager le débat et réfléchir avec des juristes, nos amis juristes, pour trouver un modus vivendi qui peut stabiliser le fonctionnement des institutions. Mais l'opposition foi dans cette idée des révisions constitutionnelles. Comment je peux dire? Tout le monde n'a pas eu la révision, madame. C'est des tensions cachées. Attention, madame. Non, attention. Ils veulent même pas entendre parler des femmes. Ici, nous parlons de l'instabilité des institutions provinciales. Il y a aussi d'autres faiblesses dans cette constitution. À l'occasion, on peut aussi arriver à retoucher certaines d'autres dispositions. Mais ici, dans votre émission, nous parlons des institutions provinciales. Le règlement intérieur, les juristes sont dit qu'il y a ça, il y a ça. Non, mais le règlement intérieur, la loi sur le fonctionnement des entités décentralisées existe. Pourquoi toucher la Constitution? Non, allez toucher ce loi-là. Mais je relève juste une chose. Vous savez, le civisme, être citoyen, c'est une qualité juridique. Non, je vais juste te dire, parce qu'il faut vous titiller, être citoyen, c'est une qualité juridique. C'est-à-dire, on reconnaît à un individu d'un certain âge, d'une certaine nationalité, un certain nombre de droits. Oui. Donc c'est une qualité juridique. Vous voyez bien que la loi, elle est belle. Hein. Donnez-moi Est-ce que je peux vous parler? Oui, qui termine. J'assume. Attention. Être citoyen pour un politique, c'est un producteur. Donc un voleur, c'est lui qui détourne, qui vole. Proprement parlé, il n'est pas citoyen. Ça, c'était l'origine du mot. C'est en Grèce et dans la Rome antique. Être citoyen, c'est participer par des voies légales à la gestion de la République. Légal. Si vous ne savez pas élire, si votre problème c'est de détruire et tout ça, vous n'êtes pas citoyen. C'est ça la rigueur, c'est ça la compréhension première du mot citoyen dans la Rome antique et dans la Grèce. Non, vous avez raison. Ça vous a retiré cette qualité que vous volez. Laissez-moi terminer. On vous retire des droits civiques. J'insiste. Des droits civiques. C'est ce que je dis. C'est des citoyens. C'est ce que je dis. Donc vous avez ces droits jusqu'à c'est de ces citoyens-là dont on a besoin. C'est pourquoi je vous ai dit, j'ai dit la fois passée, que quand on parle de la population comme un élément de l'État, non, ce sont des citoyens en réalité. Ce sont des citoyens éléments de l'État. C'est ça évoluer avec la pensée. On a compris que les individus simples, ce sont des brutes en matière de gestion moderne, c'est-à-dire la démocratie, ainsi de suite. Donc il faut que ce citoyen-là soit formaté de manière à supporter le fonctionnement des institutions démocratiques, supporter la gouvernance, l'état de droit. Ce sont des monuments. Ces mots-là, ce sont des monuments. Ce sont des monuments. Il faut les pénétrer pour les comprendre. Et ce n'est pas un individu brut qui vient comme ça, avec des chics aux pieds, et puis il devient gouverneur parce qu'il a visité tout le monde. Dans tous les deuils, il est là. Lui, dans tous les deuils, il vient. Lui, il est toujours là. Il organise les deuils dans les quartiers. Vous le nommez, il devient gouverneur, il ne connaît rien. C'est comme ça que vous voyez aussi. Cette instabilité, c'est aussi l'incompétence.